Madame, bonsoir messieurs. Merci d'être présents à cette conférence sur les profils, l'employabilité des profils atypiques. Moi, je m'appelle Michel Pech, je suis l'animateur un petit peu de Roche Expo, expert pour les trophées du CIMEDEC, donc j'ai rien à faire, je n'ai pas un profil atypique du tout. Hugues de Combarel va vous en parler beaucoup plus savamment, mais je voulais citer une anecdote parce que j'ai commencé ma carrière chez Staubli, dans une entreprise de la région, et je l'ai commencé à l'atelier. Et à l'atelier, on avait des gens qui étaient un petit peu atypiques, mais nous, on ne le savait pas à l'époque, c'était en 72. On ne parlait pas de profil atypique. Les profils atypiques, quand ils étaient un peu trop agités, paf, paf, de bof, et puis ils rentrent à la maison, c'est fini. Et nous, on en avait un ami, qui est devenu un ami, bien sûr, et qui avait une qualité pour mesurer les pièces. Il était obsédé par la précision. Donc il était très bon dans ce qu'on appelle le contrôle qualité. Par contre, quand il sortait de ce domaine-là, il était un peu distrait. Et on s'amusait beaucoup avec lui parce que quand on allait boire le café à la machine à café, il prenait le café comme ça, et puis on disait « Jeannot, quelle heure il est ?» Il disait « Oh, il est 2 heures. » Il se mettait plein de café sur les chaussures. On recommençait 2 jours ou 3 jours après, il ne se rappelait plus, il recommençait pareil. Mais on ne se moquait pas de lui, il nous faisait rire. Donc il était content parce qu'il était le centre de l'attention. Et en discutant avec Hugues, je me suis rendu compte que c'était un profil atypique. Mais nous, en se moquant de lui, on était aussi un petit peu atypique quand même. Donc je vais laisser la parole à Hugues qui va vous expliquer un petit peu l'employabilité des profils atypiques. Hugues, à toi. Merci Michel. Alors, pour me présenter et présenter un petit peu Atypique Conseil, donc moi je suis manager, j'ai été manager pendant près de 20 ans dans différents domaines, l'hôtellerie-restauration, puis une quinzaine d'années dans le commerce. Et dès le départ, en fait, j'ai souhaité avoir des collaborateurs un peu hors cadre, ceux qui peuvent être appelés des personnes borderline, provocatrices, des personnes dont le savoir-être n'était pas forcément au rendez-vous. Et tout ça m'a amené en fait à travailler sur ces profils-là. Au fur et à mesure, j'ai pu développer différents outils pour les accompagner au niveau du management, au niveau de la fidélisation. Et c'est comme ça qu'en début 2023, j'ai créé Atypique Conseil, donc qui est un cabinet de conseil et accompagnement dans l'inclusion des profils atypiques auprès des entreprises, formation au management de ces profils, et également tout ce qui va être atelier de sensibilisation, conférences, comme la conférence que vous allez voir aujourd'hui. Alors au départ, est-ce que certains d'entre vous sont chefs d'entreprise ? Vous pouvez juste lever la main, ceux qui sont chefs d'entreprise. Okay, donc 1, 2, 2,5, 3 Ok, 4. Vous connaissez donc le fonctionnement d'une entreprise. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise de 500 personnes. Vous avez l'entreprise qui est affichée, vous avez 3 ressources. L'entreprise a besoin de 3 ressources pour fonctionner. Les ressources financières, les ressources humaines et les ressources matérielles et immatérielles. Et pour fonctionner une entreprise, je prends l'exemple d'une entreprise de 500 personnes, vous avez besoin d'une direction générale. Vous avez besoin d'un pôle RH, pôle comptabilité, pôle production, pôle commercial. Vous avez très certainement vu qu'un commercial va s'entendre difficilement avec un comptable. Et inversement. Vous avez une personne qui va dépenser de l'argent, l'autre qui va essayer de les garder dans les comptes. Ces 2 personnes ne peuvent pas, en fait, n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas la même motivation au niveau de l'entreprise. Néanmoins, chaque individualité de ces services-là travaille au profit de la performance du collectif. Et si vous enlevez une partie, si vous enlevez la production, l'entreprise, elle ne peut pas fonctionner. Si vous enlevez la partie comptabilité, elle ne peut pas fonctionner. Et c'est justement l'association de toutes ces parties qui va faire que l'entreprise va être performante. L'inclusion, c'est exactement la même chose. C'est la force de chaque individualité qui va faire la réussite du collectif. Profil atypique,
qu'est-ce que c'est? Est-ce que certains d'entre vous auraient une définition ou auraient des exemples? Hormis le fait que la tasse de café soit renversée. Est-ce que vous avez des idées? Profil hyperactif, effectivement, on va en retrouver certains. Il y a d'autres idées? Troubles psychiques, effectivement, on va retrouver certains collaborateurs avec des troubles psychiques. D'autres idées? Effectivement, l'hypersensibilité fait partie des profils atypiques. Alors, c'est une composante de certains troubles. L'hypersensibilité, c'est pas le fait de pleurer devant Titanic. Ça n'a strictement rien à voir. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Un profil atypique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ça regroupe l'ensemble des collaborateurs qui vont avoir un fonctionnement complémentaire, un fonctionnement cognitif et ou intellectuel, plus ou moins différent d'une partie plus conventionnelle. Comment on va les retrouver dans l'entreprise et non pas les détecter? Aujourd'hui, les détecter, c'est le travail des psychologues, c'est le travail des psychiatres, c'est le travail des médecins. La pose de diagnostic ne peut être réalisée que par un médecin. Un psychologue n'est pas un médecin, peut procéder à des tests, mais ne peut pas poser un diagnostic. Les éléments que je vais afficher ne sont pas là pour que vous puissiez poser un diagnostic. J'insiste là-dessus parce que c'est extrêmement important. On va retrouver certaines complémentarités à ces profils. Et on va retrouver en particulier le côté perfectionniste. Je vais demander à Camille de la comptabilité de me faire un rapport pour une présentation cet après-midi. La présentation est parfaite, sauf que pour Camille, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le petit encart, elle le voulait vert, il est bleu. Elle préfère arriver en retard pour mettre l'encart bleu et non vert. Ça, c'est le côté perfectionniste. On va retrouver également la susceptibilité. Je te fais une remarque. Ça peut partir rapidement en vrille. Ça peut bouder. Ça peut s'énerver. Ça peut monter dans les tours. Et de manière excessive. On va retrouver effectivement la mauvaise gestion des émotions. Je fais une réflexion constructive. On la prend pour nous, personnellement, et on monte dans une colère. Ça, vous en avez, je pense, tous rencontrés dans votre vie professionnelle. Vous allez avoir le côté brouillon. J'ai mis brouillon entre parenthèses pour la simple et bonne raison, c'est que pour une personne conventionnelle, une personne qui va sauter d'une idée à l'autre, passer d'une idée A, B, D, M, revenir sur du C, ça peut être effectivement perçu comme un fonctionnement très très brouillon. Pour un profil atypique, c'est ce qu'on appelle une pensée en arborescence. C'est-à-dire qu'ils vont partir d'une idée pour démultiplier cette idée sur une autre idée, sur un autre contexte. Et c'est ce qui va faire qu'effectivement, pour des personnes conventionnelles, dire « c'est trop brouillon ». On va avoir également l'instabilité. Certains d'entre vous travaillent dans les ressources humaines et vous êtes parfois confrontés à recevoir des CV où vous avez une expérience, 2 expériences, 3 expériences, 4 expériences, etc., etc., etc. Et on a tendance à dire que c'est un profil instable. Il n'arrive pas à se stabiliser sur un poste. Eh bien, au contraire, c'est une soif d'apprendre. À partir du moment où vous avez un profil atypique qui arrive sur un sujet, il va dévorer le sujet et va essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de sa fonction, du sujet. Dès qu'il va avoir acquis l'ensemble des compétences, l'ensemble des savoirs, il va avoir besoin de passer à autre chose. Ce qui peut être perçu, pour des personnes conventionnelles, comme des personnes instables. On va avoir l'inhibition. Vous savez, c'est celui qui coupe les phrases en permanence, lors d'une réunion, qui va systématiquement intervenir pour dire des choses effectivement pertinentes, mais parfois perçues comme non pertinentes ou peu pertinentes.
Ça, c'est l'inhibition, le fait de couper les phrases, de vouloir systématiquement presque être dans l'ingérence dans une discussion. On va retrouver l'hyperactivité. L'hyperactivité, elle peut être l'hyperactivité cérébrale, donc le cerveau qui fonctionne en permanence, systématiquement, on ne trouve pas le bouton off pour arrêter le cerveau, mais ça peut être également de l'hyperactivité motrice. C'est le collaborateur qui va jouer avec son stylo, la réunion, clac, 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 pendant 20 minutes. Au bout d'un moment, ça agace très fortement. Le collaborateur qui tape du pied lors de la réunion, c'est pareil. C'est de l'hyperactivité motrice. On va retrouver la procrastination, le fait de tout le temps vouloir reporter au lendemain des tâches qui ont peu d'intérêt en fait pour le profil atypique. On travaille juste sur le curseur motivation. Vous voyez, c'est un sujet qu'il faut que je traite. Pour moi, il n'est pas prioritaire. Je n'ai pas beaucoup de motivation pour ce sujet-là. Donc, je le reporte au lendemain. On va avoir le côté solitaire. Vous savez, ces profils qui, quand tous les collègues vont à la machine à café, à 10h, 9h30, ils préfèrent rester dans le bureau, attendre 10 minutes, un quart d'heure, et partir boire son café tout seul. C'est des personnes qui, pour des profils, on va dire, conventionnels, sont un peu bizarres, sont pas très sociables. Personnes qui vont avoir du mal à vous regarder dans les yeux. Lors des échanges, vous allez le sentir un peu ailleurs. Ça, c'est un profil solitaire. On va avoir l'hypersensibilité. Merci. Et j'y reviendrai tout à l'heure, effectivement, sur l'hypersensibilité, où vous avez, en fait, deux sous-catégories dans l'hypersensibilité. Vous allez avoir l'impulsivité. Des personnes qui vont démarrer au quart de tour sur une situation. C'est un commercial qui va s'énerver parce que il a fait tout le processus de découverte des besoins, processus de vente, et puis au final, il se rend compte qu'il a été doublé par un concurrent. Donc, il va se mettre dans des états en fait émotionnels, et il peut se mettre en colère, il peut avoir des réactions un petit peu inattendues. Et on va avoir la prise de risque élevée. C'est-à-dire tout le temps vouloir aller dans la zone rouge. Un collaborateur atypique, malgré le fait que vous développez une politique au niveau de la QVT dans votre entreprise, c'est des personnes qui vont démarrer leur journée à 6h30, 7h et qui vont quitter le bureau 20h30, 21h, 22h. Ils vont devoir avoir besoin, en tout cas, de se mettre dans la zone rouge pour se sentir vivre, pour se sentir exister. Ça, c'est par rapport aux traits, on va dire, communs des profils atypiques. C'est pas parce que vous cochez un ou deux items que vous êtes profil atypique. C'est, voilà, statistiquement, on va retrouver, on va dire, pas mal de ces complémentarités dans les profils atypiques. Les profils atypiques, on va avoir trois grands profils. Ces profils-là sont des diagnostics médicaux. Ce que je vous disais en préambule, un diagnostic médical ne peut être posé que par un médecin. Un médecin, pour les adultes, c'est soit un psychiatre, soit un neuropsychologue ou neurologue. Ces diagnostics, vous avez des critères diagnostiques, donc c'est une liste en fait de symptômes qui va composer des syndromes et qui va aboutir en fait à une pose de diagnostic. On n'est pas médecin, on n'est pas là du tout pour poser les diagnostics. Que les choses soient bien claires. Vous allez avoir trois grands profils qui aujourd'hui sont des diagnostics médicaux, comme je vous le disais, sont connus et reconnus comme des handicaps. Si c'est reconnu comme des handicaps, ce sont des profils qui peuvent bénéficier d'une RQTH. Et pour rappel, une RQTH, une personne présentant une RQTH, c'est intéressant pour l'entreprise à partir du moment où le collaborateur va la faire valoir. C'est une donnée personnelle et le collaborateur n'a aucune obligation de donner l'information à son employeur. C'est quand même intéressant parce qu'aujourd'hui, pour rappel, toute entreprise de plus de 20 collaborateurs a l'obligation d'avoir, au niveau de leur effectif, 6% de leur masse salariale de collaborateurs porteurs d'un handicap. Les trois profils que je vais vous présenter sont tous complémentaires. C'est-à-dire que les taux de comorbidité, donc les taux d'alliance, de mariage entre guillemets entre ces profils-là, peut être plus ou moins élevé. Le premier, ça va être le TSA. Est-ce que ça parle à quelqu'un?
Si je parle de TSA, est-ce que vous savez ce que c'est? Oui. L'autisme, effectivement. Le TSA, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Comme son nom l'indique, c'est un spectre. Pour exemple, vous avez une vitre, vous avez la lumière qui arrive sur cette vitre-là, et de l'autre côté, vous avez le spectre de la lumière. C'est-à-dire que vous avez toutes les couleurs primaires, la lumière va être décomposée en couleurs primaires. Le TSA, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez autant de personnes porteurs d'un TSA que de diagnostics. Si dans une région, vous avez, prendre un exemple qui n'est pas du factuel, si vous avez sur une année 1300 diagnostics de TSA, vous allez avoir quasiment 1300 formes d'autisme. Vous avez un tronc commun. L'autisme, c'est le trouble des interactions sociales, c'est-à-dire la communication entre un émetteur et un récepteur de messages. C'est le schéma classique de la communication. Ces profils-là sont très différents d'un individu à l'autre. On peut retrouver des personnes présentant un TSA avec ce qu'on appelait auparavant des TSA Asperger, donc des autistes Asperger, c'est-à-dire ce sont des autistes avec un haut quotient intellectuel. Aujourd'hui, dans le milieu médical, on ne les appelle plus les autistes Asperger, on les appelle simplement les autistes avec un haut potentiel intellectuel, et j'y reviendrai par la suite. On va trouver également des autistes avec une mémoire photographique, avec une mémoire mathématique. Pour exemple, et je vais vous le présenter tout à l'heure, vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous présenter Stephen Wiltshire. Stephen Wiltshire, qui est un journaliste américain, qui est une personne qui survole en fait New York en hélicoptère, qui revient et qui va vous dessiner en fait toutes les tours de New York. Il ne va pas en manquer une seule. Ces profils-là sont en fait des autistes avec une mémoire photographique extrêmement pointue, avancée. On va avoir également, dans ces autistes-là, une mémoire mathématique. Exemple, vous rencontrez un autiste avec une mémoire photographique mathématique, vous allez lui demander, tiens, est-ce que tu peux me donner le jour de la semaine du 13 avril de l'an 73 ? Vendredi. Vous pouvez vérifier, ça sera bien vendredi. Ces profils-là sont particulièrement recherchés dans certains milieux professionnels. Et on y reviendra tout à l'heure. Ça, c'est sur l'autisme. L'autisme, il y a 3 niveaux. Il y a un premier niveau, ce sont des personnes qui ont besoin d'un soutien léger. Un deuxième niveau, soutien médium. Et un troisième niveau, avec un niveau d'accompagnement élevé. On peut, entre guillemets, les classifier sur 3 niveaux de difficulté. On va avoir ensuite la grande famille des 10. Je ne vais pas vous l'exposer maintenant, parce qu'en fait, c'est une pléiade de différents troubles. On appelle communément effectivement les troubles 10, ce sont les troubles des apprentissages, et vous verrez qu'il y a 3 grandes catégories dans les troubles 10. On va retrouver également le TDAH, trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Qu'est-ce que c'est ? C'est un trouble, donc c'est un diagnostic médical, où la personne va avoir des difficultés à se concentrer. On va avoir une hyperactivité cérébrale, c'est-à-dire que c'est un collaborateur qui va sauter d'une idée à l'autre, qui va avoir 1001 idées sur la journée. On va retrouver également des personnes présentant un TDAH avec une impulsivité et une inhibition assez importante. Effectivement, je vois madame faire brrr, c'est un cerveau en fait qui fonctionne H24. Clairement, c'est ça. Le H, pourquoi il y a un petit tiret ? Parce qu'en fait, le trouble déficitaire de l'attention, l'hyperactivité n'est pas forcément associée au TDAH. C'est-à-dire que vous avez des TDA, troubles déficitaires de l'attention, sans hyperactivité, et vous en avez d'autres effectivement qui couplent l'hyperactivité. Le H qui est là, d'hyperactivité, c'est de l'hyperactivité motrice. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne va pas pouvoir rester en place. Vous savez, c'est le fameux collaborateur lors de la réunion qui clac, 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 avec son stylo, le pied, etc., etc. On va ensuite décliner l'ensemble des troubles 10.
Les troubles 10, vous allez avoir 3 catégories. La première catégorie, ce sont les troubles moteurs. On va toucher à tout ce qui va être du domaine de la motricité sur les 10. Et on va retrouver, dans ces troubles 10, on va retrouver les dyspraxiques. Dyspraxique, est-ce que ça vous parle? Est-ce que quelqu'un connaît un petit peu? Alors, effectivement, c'est ça. La dyspraxie, c'est le trouble de la coordination des mouvements. C'est-à-dire que tout ce qui va être associé à l'analyse du cerveau, je suis là derrière la table, quelqu'un va frapper à la porte, une personne conventionnelle va analyser, va dire ok, donc il faut que je me lève de la chaise, je fasse un pas de côté, 2-3 pas, que je prenne la poignée, que je la baisse et que j'ouvre la porte. Une personne qui va être dyspraxique, c'est une personne qui en fait, le cerveau ne va pas analyser, va pas sectionner en fait l'ensemble des tâches. C'est-à-dire que je vais être assis, la première chose, j'entends toc toc, je vais avancer. Et donc je risque effectivement de renverser la table. C'est une personne qui, comme l'exemple de Monsieur Pêche, le collaborateur avec la tasse de café, tiens, est-ce que tu peux me donner l'heure? Badaboum, le café est renversé. C'est exactement ça en fait. On va avoir ensuite la dysgraphie. La dysgraphie, c'est un trouble moteur qui va toucher en fait à la graphie, à l'écriture, au dessin. Donc, ce sont des personnes, à l'école, la copie, c'est brouillon, c'est pas clair, il y a des ratures, etc., etc. On va retrouver ensuite dans les troubles de la communication la dysphasie. La dysphasie, c'est un trouble en fait où le cerveau va analyser une situation, vous allez répondre lors d'un échange en fait, dans le schéma de la communication. Le cerveau va bien comprendre qu'il va falloir faire un sujet, verbe, complément. Et bien la dysphasie en fait, au moment où l'injonction va arriver au niveau de la bouche, tout va être désorganisé. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un complément, le sujet et le verbe. Donc c'est des personnes qui vont avoir du mal à s'exprimer. Des personnes qui, au niveau du cerveau, tout va être extrêmement bien rangé, tout va être bien calibré, sauf qu'au moment du passage à l'oral, ça va être effectivement un peu compliqué. Ça va être déstructuré. Et ensuite, on va avoir les troubles spécifiques des apprentissages. Et dedans, vous en connaissez sûrement, et dont le plus connu, qui est la dyslexie. La dyslexie, ce n'est pas forcément l'inversion des lettres. Je dis bien, ce n'est pas forcément. Effectivement, au moment de la lecture, on a tendance parfois à avoir des inversions de lettres, des inversions de mots. La dyslexie, quand vous lisez un texte, vous avez l'impression en fait que les lettres dansent, roulent sur elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle, au moment de la lecture, au moment de l'apprentissage de la lecture, certains enfants et certains adultes, quand vous avez des consignes de sécurité à lire, vont rencontrer des difficultés lors de la phase lecture. Vous allez avoir la dysorthographie et la dyscalculie. Ce sont les troubles, pour la dysorthographie, c'est les troubles qui sont liés en fait à la syntaxe, à l'orthographe, à la création de phrases. Ils vont rencontrer des difficultés. Pour eux, les voitures roulent, voitures sans S roulent E. Et pour eux, c'est tout à fait logique. Alors que, normalement, les voitures roulent, voiture S roule ENT. On va avoir la dyscalculie. La dyscalculie, c'est exactement la même chose d'un point de vue mathématique. C'est-à-dire que 2 plus 2, le cerveau d'un dyscalculique, vous allez pouvoir avoir 2 micros, plus le pointeur et mon micro. Pour eux, ils ne vont pas comprendre que ça fasse 4. C'est la raison pour laquelle vous avez parfois des collaborateurs qui, sur des opérations extrêmement simples, sur les pourcentages, ils ne vont pas pouvoir en fait réaliser l'opération de manière conventionnelle.
Les trois profils que je vous ai présentés, donc le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, le TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ainsi que les troubles 10, comme je vous l'ai dit, sont des diagnostics médicaux. Ces diagnostics bénéficient d'une RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et ça permet de remplir les, entre guillemets, les fameux quotas des 6% de collaborateurs porteurs d'un handicap. On va avoir dans ces profils atypiques deux autres caractéristiques qui, eux, ne sont pas des diagnostics médicaux. Vous avez premièrement l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, c'est un dénominateur commun aux trois profils que je viens de vous citer. TSA, 10, TDAH. Dans l'hypersensibilité, vous avez deux sous-catégories. La première catégorie, qui est l'hypersensibilité sensorielle. C'est-à-dire tout ce qui va toucher en fait au sens, la vision, donc parfois de la lumière un petit peu trop forte, le bruit, le brouhaha, ça c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour certains profils atypiques, le toucher, le goût, certaines matières sur le corps, ça va être extrêmement compliqué. Ça c'est l'hypersensibilité sensorielle. Ensuite vous avez l'hypersensibilité émotionnelle. Alors vous avez toujours une prédominance sur l'un ou sur l'autre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être à 100% sur l'hypersensibilité émotionnelle et 0 sur l'hypersensibilité sensorielle. Vous avez toujours une prédominance, mais l'autre est un petit peu plus masqué. La deuxième catégorie, c'est l'hypersensibilité émotionnelle. Pardonnez-moi. L'hypersensibilité émotionnelle, c'est le fait de ressentir des émotions fois 1000, 1500, 2000%. Ce n'est pas le fait, comme je dis tout à l'heure, de pleurer devant Titanic. Ça n'a strictement rien à voir. Le but, en fait, l'appréhension, si vous voulez, de ces émotions-là, va être extrêmement compliquée à gérer pour ces profils atypiques. Et c'est pour ça qu'on retrouve des collaborateurs, parfois partant dans les colères, ayant une certaine susceptibilité, etc., etc. Donc ça, c'est sur l'hypersensibilité, et c'est le dénominateur commun aux trois profils que je viens de vous citer. Et on va avoir un quatrième profil dit atypique, qui est le HPI. Alors le HPI, c'est pas le fait d'être plus intelligent. Je vais peut-être enfoncer les portes ouvertes pour certains d'entre vous, mais le HPI n'a rien à voir avec l'intelligence. Si je vous demande aujourd'hui de me définir ce qu'est l'intelligence, là j'arrête 5 personnes, je vais avoir 5 définitions différentes. L'intelligence, concrètement, qu'est-ce que c'est? Au final, chacun va avoir sa définition de l'intelligence. Le HPI, c'est simplement une photographie à un instant T du traitement de l'information et de la compréhension de l'information. C'est un petit peu comme si vous achetiez demain un ordinateur portable dans une grande enseigne. Vous allez acheter 250 €, vous allez acheter le même ordinateur dans un magasin informatique pour professionnels. Vous allez payer votre ordinateur portable 4 000, 5 000, 10 000 €. Vous ouvrez Excel, les deux vont pouvoir faire 2 plus 2 égale 4. Par contre, il y en a un qui va vous donner la réponse de manière beaucoup plus rapide. L'ordinateur professionnel. Parce qu'en fait, il y a un microprocesseur qui est beaucoup plus puissant. Le HPI, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez un traitement de l'information, une compréhension de l'information qui va être beaucoup plus rapide qu'un profil, on va dire, plus conventionnel. Et c'est ce qui fait que, parfois, on se retrouve confronté avec des personnes dont le cerveau fonctionne beaucoup plus vite et on se retrouve rapidement, en fait, perdu par son fonctionnement. Est-ce que vous reconnaissez certaines personnes? Me dites pas non, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment essayé de choisir des personnes plutôt connues. Elles ont toutes un point commun. Ils sont tous effectivement atypiques. Alors on va reconnaître, sur la première, Michel Simès, médecin, connu, reconnu pour ses émissions France Télévisions. Ce médecin ORL a un trouble déficitaire de l'attention avec une hyperactivité. Le deuxième que vous avez, Amir, chanteur, qui pareil a communiqué sur son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. On va retrouver Richard Branson, tout le monde le connaît, je n'ai pas besoin, je pense, en tout cas de le présenter. Il a un trouble déficitaire de l'attention avec une dyslexie. On va retrouver Will Smith. Will Smith, acteur, chanteur.
pareil. Ils ont tous en fait ce dénominateur commun, ils sont tous profils atypiques. Et ils ont tous reçu en fait un diagnostic médical. On va retrouver bien évidemment Stephen Wiltshire, la personne dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment bluffant pour un profil, on va dire, conventionnel. On va avoir Eminem, rappeur américain. On va avoir Emma Watson. Ça parle à tout le monde? Oui, je pense. Française, HPI, avec un trouble déficitaire de l'attention. On va avoir Mr Bean. Là-dessus, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter. HPI, on va avoir Bill Gates, on va avoir Frank Gastambide, Anthony Hopkins et Steve Jobs. Donc ils ont tous reçu en fait un diagnostic médical. Ils sont tous connus et reconnus dans leur profession. Et ils apportent la petite chose en plus et qui fait qu'ils ont réussi. Ça, c'est sur les profils que vous connaissez, les personnes connues. Vous avez donc des entreprises, vous travaillez dans les entreprises. Il faut juste savoir que ces profils-là aujourd'hui représentent 20% de la population. Une personne sur 5. Vous avez une entreprise qui a 100 collaborateurs, vous avez donc 19 collaborateurs qui aujourd'hui peuvent rentrer dans cette catégorie. Et on le verra tout à l'heure avec une étude de chez Deloitte, que ces 20% peuvent vous faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ces profils-là, ils vont avoir des complémentarités, pour parler du commercial, du comptable sur l'entreprise. Ils vont avoir des complémentarités qui vont amener, on va dire, une richesse auprès des équipes et auprès de l'entreprise. Il y a déjà un point, c'est la résilience. Et pourquoi la résilience? Parce que ce sont des personnes qui, et c'est la seule fois où vous allez m'entendre employer ce mot-là, depuis tout petit, ils se savent différents. Je suis différent, j'ai un fonctionnement différent. Je ne comprends pas pourquoi, mais je sais que je suis différent. Et donc, ils vont avoir à subir différentes épreuves au cours de leur vie, en primaire, au collège, au lycée, études supérieures pour certains d'entre eux, et l'arrivée dans le milieu professionnel. Ces personnes-là vont subir, quasiment à chaque âge, des échecs, et ça va rebondir. Et ça va renforcer leur résilience. Un profil atypique, s'il y a bien une qualité essentielle, commune à tous les profils atypiques, c'est la résilience. On va regarder un peu plus près, en fonction des profils. On va avoir le TDAH. Alors pour rappel, le TDAH, c'est Michel Simès. TDAH, trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et on va retrouver des complémentarités communes au TDAH. On va retrouver la gestion de multiples projets. Sans vilain jeu de mots, le couteau suisse. Celui qui a de multiples outils. Celui qui va travailler sur de multiples projets. Qui va switcher d'une activité à l'autre en rien de temps. On va retrouver, pour les personnes présentant un TDAH, un côté rassembleur. La plupart des profils TDAH vont avoir un certain charisme. Ils le savent, ils le travaillent. Et ça peut être un excellent ambassadeur pour votre entreprise. On va avoir l'intelligence émotionnelle. Alors je sais que parmi vous, il y en a qui travaillent dans les ressources humaines. L'intelligence émotionnelle, c'est une des compétences que l'on va demander aux managers. Le management d'il y a 20 ans, c'est le management d'il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à manager les équipes comme on pouvait le faire il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, on recherche sur les managers l'intelligence émotionnelle. On va retrouver le côté créatif, intuitif. Tiens, je sens bien en fait aller dans cette direction. L'intuition. Côté créatif, de multiples projets. On va switcher d'un projet à un autre, etc., etc. On va retrouver également, malgré que ça soit un TDAH, un trouble déficitaire de l'attention,
On peut trouver certains profils TDAH travailler en hyperfocus. L'hyperfocus, qu'est-ce que c'est? C'est rester concentré sur un sujet, sur une idée, pendant X nombre d'heures, pendant X nombre de jours, pendant X nombre de mois à travailler. On va le retrouver également chez les personnes présentant un TSA, c'est-à-dire ce qu'on appelle en tout cas dans le TSA des intérêts restreints. Être uniquement passionné par une chose. Et tout ce qui se passe autour, peu importe, c'est cette chose-là. On va retrouver également la diversité des compétences. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait de switcher d'une activité à l'autre, le fait d'être perçu pour des personnes conventionnelles comme une personne instable parce qu'ils changent de travail tous les 2 ans et demi, 3 ans, etc., etc. Effectivement, on peut dire que c'est instable. En revanche, chaque fois qu'il passe quelque part, il récupère de la connaissance. Il récupère du savoir. À partir du moment où vous savez bien les manager, s'il a fait 5-6 entreprises auparavant, vous allez récupérer en fait la richesse des 5-6 entreprises passées. Sans rien faire. Uniquement en le manageant correctement. Ça, c'est pour le TDAH. On va retrouver le TSA. Steve Jobs. Le TSA, qu'est-ce que c'est? Donc trouble du spectre de l'autisme. Et on va retrouver des complémentarités communes pour une très grande concentration. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est ce qu'on peut appeler l'hyperfocus. Ces profils-là sont, de manière générale, extrêmement sincères, extrêmement intègres. À partir du moment où vous rentrez dans la bienveillance et dans de la reconnaissance de ces profils-là, ce sont des profils qui vont rester, qui vont être attentifs au feedback positif. Et là, vous allez pouvoir développer tout le potentiel de ces profils-là. On va retrouver également l'excellente mémoire. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va retrouver le sens du détail, hyper focus sur une tâche, une personne présentant un TSA qui va être au service qualité, le monsieur qui renverse son café, la moindre, le 10e de millimètre, les profils TSA vont pouvoir le voir sur l'usinage de pièces de précision. On va également retrouver une complémentarité commune qui est la ponctualité. Une personne présentant un TSA a besoin de routine, a besoin d'un cadre structurel. C'est-à-dire que si on commence à 9h, c'est 9h. C'est pas 8h59, c'est pas 9h01. C'est 9h. Et c'est rigide. Oui, merci Michel. Excellente mémoire ponctuelle et recherche de sérénité. On va avoir un collaborateur présentant un 10, donc pour rappel, c'est Richard Branson. Une personne présentant une dyslexie va avoir une excellente vision en 3D. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'armée israélienne et l'armée australienne sont très friands de ces profils-là. On va avoir l'adaptation au changement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prévoyez un changement, vous expliquez bien, vous envoyez une vision d'avenir, c'est des profils qui, clairement, vont pouvoir anticiper, prévoir et switcher lors des changements. La résistance à l'effort, la forte capacité de travail, etc. Sur les profils HPI, là je vais passer assez rapidement, perfectionniste, hyperactivité cérébrale, et une vision à 360, vous savez, cette pensée en arborescence. Les enjeux stratégiques à l'employabilité de ces profils. On va rentrer effectivement dans le dur, entre guillemets, de la conférence. L'inclusion en quelques chiffres, il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des handicaps sont invisibles. C'est-à-dire que ça ne se voit pas. La plupart des personnes, on va dire le handicap, c'est quoi? C'est le fauteuil roulant. Alors que bien au contraire. Ça, c'est juste la toute petite partie. 80% des handicaps sont invisibles. L'étude de Deloitte sur l'inclusion et la diversité met en lumière que aujourd'hui, vous avez 80% des DRH et dirigeants qui considèrent que la diversité et l'inclusion se révèlent des avantages compétitifs. Et j'y reviendrai tout à l'heure. 57% des 17-34 ans aujourd'hui considèrent que c'est à la direction d'accroître, en tout cas, leur politique de diversité et d'inclusion. Et 40% des dirigeants et des RH estiment que c'est à la direction générale d'en faire un peu plus. Faire un état des lieux sur le recrutement de manière très très rapide.
Aujourd'hui, savez-vous combien d'entreprises estiment recruter des difficultés au niveau de leur recrutement? Avez-vous une notion, juste une échelle, on va dire? 61% des entreprises estiment rencontrer des difficultés dans le recrutement. Dans le top 10 des métiers où aujourd'hui on va rechercher le plus, en 4e position, on va retrouver tout ce qui va être chaudronnier-tôlier. En 10e position, et ça vous concerne directement, on va retrouver les ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal. Donc sur les 10 métiers les plus recherchés, 2 vous concernent directement. Et quels sont les freins au recrutement? Alors on va retrouver 85%, c'est le nombre insuffisant de candidats. Et vous rencontrez cette problématique-là, à proximité de la Suisse. Je ne vais pas ouvrir, je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes, vous connaissez tous cette problématique. On va retrouver également 79% des profils qui sont en inéquation par rapport à vos recherches exactes. 37% sont les conditions de travail. Et aujourd'hui, le SNDEC travaille énormément pour redorer l'image ainsi que les conditions de travail. L'image, 23% déficit d'image. Et on va retrouver 16% pour des manques de moyens financiers et 16% sur un accès au lieu de travail. C'est le baromètre de l'emploi de France Travail sur 2023. Donc ce sont les derniers chiffres qu'on a. Juste faire un focus sur le SNDEC. Aujourd'hui, vous êtes dans une région qui regroupe 635 entreprises. Et la Haute-Savoie, c'est 69% des entreprises travaillant dans le décolletage et la mécanique de précision. C'est 8%, c'est les TPE, 86% c'est de la PME et 6% c'est de l'ETI. C'est un secteur qui pèse quand même 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas rien. Ils ont lancé il y a quelques années un accompagnement sur la transformation digitale. Et dans la transformation digitale, vous allez retrouver la partie management, mobilisation et implication des collaborateurs. Et on va retrouver également une autre action, qui est le programme Talent 2030. Et là, c'est couplé. Donc il y a une partie qui est portée par le SNDEC et une partie qui est portée par Alpej, donc sur la gestion du capital humain. Juste un petit focus également sur le programme Smile, qui aujourd'hui redore quand même, qui permet aux étudiants de faire du pratico-pratique pour concrètement voir ce que c'est que l'industrie. L'inclusion, qu'est-ce que c'est? L'inclusion, il faut juste avoir à l'esprit que ça peut être un puissant moteur pour votre développement commercial. Et pour 3 raisons. La première, comme je vous le disais tout à l'heure, une entreprise de plus de 20 salariés doit respecter les fameux quotas des 6% de personnes porteurs d'un handicap. Si vous ne respectez pas cette obligation-là, vous êtes sous le coup de sanctions financières. Dans un contexte économique tel que vous le connaissez, dans un contexte où aujourd'hui le recrutement est compliqué, c'est un élément à prendre en compte. Le deuxième élément, et j'en viens à l'étude de chez Deloitte, plus vous allez travailler sur votre politique d'inclusion, de diversité, et plus vous allez accroître votre performance. L'étude de chez Deloitte de 2020 sur l'inclusion et la diversité, aujourd'hui, elle met en lumière que si vous managez correctement vos collaborateurs, vous pouvez gagner jusqu'à 30 points de productivité. 30 points de productivité. C'est une étude. Et je vais être sévère avec l'étude. Je la divise en deux. 15 points de productivité. Pour rappel, ça touche 20% de la population. Donc 20% de votre masse salariale, aujourd'hui, si vous les managez correctement, vous pouvez gagner, à minima, 15 points de productivité. Quelle est l'entreprise aujourd'hui qui n'accepterait pas de gagner 15 points de productivité avec 20% de leur masse salariale? J'en connais pas. Et surtout dans le contexte actuel. Troisième point, assurer la diversité de vos collaborateurs, de vos équipes. Vous reflétez la société. Je vais prendre un exemple. Vous êtes une industrie agroalimentaire, vous êtes spécialisé dans le cassoulet, et vous souhaitez percer le marché indien. Si vous avez 4 ou 5 personnes d'origine indienne,
vont connaître le marché, vont connaître les tenants, les aboutissants. Reposez-vous sur cette diversité. Ce qui n'exclut pas de travailler derrière ces études de marché, etc., etc. Mais vous avez déjà, au niveau votre force de ressources humaines, l'ensemble des informations. Comment recruter un profil atypique? Parce que bien évidemment, un profil atypique, si l'entreprise ne parle pas de l'inclusion, ne parle pas du handicap, ne communique pas là-dessus, un profil atypique ayant reçu, en tout cas un diagnostic, une RQTH, ne va pas communiquer. Bon, l'entreprise, je ne sais pas comment elle va réagir, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va pas bien. Donc plus les entreprises vont parler de l'inclusion, plus les entreprises vont travailler à des ateliers de sensibilisation, des conférences, des formations. Et plus vous risquez d'avoir des personnes au sein de vos collaborateurs qui vont vous dire « j'ai une RQTH ». Alors comment les recruter? Premier point, oubliez tout ce qui est profil, on va dire, conventionnel, c'est-à-dire les parcours standards. Voilà. La belle école, première expérience, deuxième expérience. Sortez de ça. On sait qu'aujourd'hui, les profils atypiques ne rentrent pas, entre guillemets, dans ce cadre réglementaire. Privilégier, ce que je disais tout à l'heure, les couteaux suisses, les multitâches. Des personnes qui ont 5, 6, 7, 8, 10 expériences passées. Si vous le managez correctement, vous récupérez la richesse de toutes les entreprises par là où il est passé, le collaborateur. Ouvrez-vous à une vision complémentaire. Ok, raconte-moi ton histoire. Dis-moi concrètement, quel est ton parcours professionnel? Pourquoi tu as fait tel ou tel choix? Quand vous êtes en entretien de recrutement, faites attention à vos biais de recrutement. On a tous, pour ceux qui font du recrutement, on a tous une feuille, on la connaît, il faut passer par là, cocher telle catégorie, telle catégorie, telle catégorie. Oubliez. On a trop souvent, malheureusement, tendance à se dire, il va falloir faire comme ça, comme ça, comme ça. Non, sortez. Sortez complètement de ces processus. S'attarder sur les soft skills. Soft skills, un mot anglais qui veut tout simplement, vous allez travailler sur les compétences annexes des compétences principales. Ok, tu es passionné de foot, pourquoi tu es passionné de foot? Explique-moi. Et surtout, faites-le arriver sur le terrain. Sortez du bureau, amenez-le dans l'atelier, qui regarde, qui comprenne. Et vous-même, vous allez voir comment en fait il fonctionne, comment il va réagir dans telle ou telle situation. Si vous acceptez sa candidature, expliquez-lui véritablement pourquoi vous l'avez choisi, lui. Au travers justement ses richesses, au travers ses complémentarités. Présentez l'entreprise et surtout sa vision d'avenir. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que lui, il ait un cadre, il comprenne pourquoi, en faisant cette tâche-là, à quoi ça va aboutir. Donc, vision d'avenir de l'entreprise. Et faire rencontrer ses futurs collègues. Pour le management, on va repartir sur les 3 bases. La première, un entretien de vente. Vous laissez parler le client. Vous laissez prendre en fait l'ensemble des informations. Et bien là, c'est exactement pareil. Parlez-lui, communiquez pour créer un climat de confiance et récupérer l'ensemble des informations, en fait, pour apprendre à le connaître. Et surtout, ouvrez-vous, en fait, au champ des possibles avec lui. Pour le management, donnez-lui, en fait, des objectifs clairs et surtout qu'il puisse, en fait, laisser libre cours à une intuition, à des projets, tout en cadrant, en fait, l'ensemble de ces initiatives. Travaillez, un petit tips, travaillez sur le management visuel. Il y a des personnes qui vont être énormément, en fait, dans la mémoire photographique. 3e point, faites attention aux risques de RPS, risques psychosociaux. Les profils atypiques vont avoir tendance à être plus sensibles au burn-out ou au bore-out. Donc travaillez véritablement sur l'émission, la reconnaissance et les feedbacks positifs. Et pour les sensibiliser, pour les fidéliser, travaillez surtout sur les entretiens réguliers. Évitez tout ce qui va être rancœur émotionnelle. Personne qui va être dans la rancœur, ça va mouronner et au bout d'un moment, ça va exploser. Plus vous allez avoir des points réguliers avec lui, plus vous allez travailler sur la confiance et plus vous risquez de désamorcer en fait des conflits qui peuvent être générés par la suite. Réaliser les entretiens professionnels, BABA, tous les 2 ans. Pour rappel, c'est obligatoire. 2e point,
valorisez le collaborateur. N'ayez pas peur d'avoir des feedbacks positifs. Plus vous allez avoir des feedbacks, plus vous allez gagner sur sa confiance. Laissez-lui partager ses idées auprès des collaborateurs, auprès de la direction. Tiens, en fait, pourquoi on ne fait pas comme ça? Pourquoi on ne va pas dans tel ou tel marché? Laissez-lui s'exprimer. Il a de toute manière une vision out of box, en dehors du cadre. Laissez-le rentrer dans ce processus. Et surtout la promotion. Je pense qu'on a suffisamment parlé de la RSE, de la marque employeur. Une personne, un profil atypique qui, en tout cas, va être un excellent élément parce que vous allez savoir le manager. Il va être un ambassadeur. Il va se sentir reconnaissant. Et par lui-même, autour de lui, il a un cercle de toute manière où il va pouvoir recapter ses pairs, d'autres profils atypiques. Ça, c'est pour la partie fidélisation. La synthèse de tout cela, rappelez-vous que voilà, les chiffres que je vous donnais, 20% de la population sont profils atypiques. Et selon l'étude de chez Deloitte, vous pouvez gagner jusqu'à 30 points de productivité, ce qui n'est quand même pas négligeable. La première chose, c'est, en interne de l'entreprise, c'est que vous allez diversifier vos compétences. Le deuxième point extrêmement important, c'est que vous allez gagner en polyvalence et en flexibilité. Et ça, pour une entreprise, on le sait, que la flexibilité, la polyvalence, c'est un des maîtres mots de la performance de l'entreprise. C'est d'autant plus vrai dans les marchés actuels. Le troisième point, ça vous ouvre en fait à des visions complémentaires, ce qu'on appelle les visions out of box. Et le quatrième point, c'est l'adaptabilité au changement. Plus vous allez faire rentrer de la diversité, de l'inclusion, des profils complémentaires, plus vous allez augmenter en fait votre adaptabilité au changement. Les points positifs également pour l'entreprise, vous limitez vos RPS. À partir du moment où vous, en fonction des dénominateurs communs que je vous ai cités sur une des premières slides, vous allez savoir en fait les détecter, les repérer, et vous allez automatiquement mettre en place certains points que je vous ai évoqués là, et donc vous allez limiter votre RPS, les risques psychosociaux, les burn-out, etc., etc. J'arrive, Michel. Vous augmentez votre rentabilité, mais là, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous prenez, et surtout, vous conservez un avantage concurrentiel. Parce que, clairement, vous allez fidéliser vos talents. Fidéliser, en fait, l'ensemble de ces profils atypiques. Pour ma part, j'ai dépassé de 10 minutes. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les intervenants suivants. Donc voilà. Juste, dernier point, et après je te laisse le micro, Michel. Je voulais juste remercier très très chaleureusement une certaine Nathalie, sans qui, entre guillemets, je ne serais pas forcément présent aujourd'hui. Donc voilà, petit clin d'œil personnel. Michel, je te laisse la main. Merci beaucoup, Hugues. On peut l'applaudir bien fort, je pense, pour cette magnifique démonstration. J'avais promis 5 minutes à quelqu'un qui vient témoigner du commissariat à l'énergie atomique, de la manière de travailler avec des profils atypiques. Michel Ida, qui vient du CEA de Grenoble et qui va nous parler rapidement de ce mode de travail. Donc, Michel, tu n'as plus que 6 minutes. Pour qu'on laisse la place à la conférence automobile. Vas-y, ils sont tous les deux bons. 1-2. Ouais. 1-2. Mais parle fort. Et tu le colles là contre la main. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, désolé pour ma voix, mais j'ai une bronchite, donc en même temps, c'est pas terrible. Mon nom, c'est Ida. Donc, I comme innovation, D comme design et A comme art. Et vous verrez que c'est important parce que ça m'a suivi pendant le dernier quart de siècle dans ma carrière. Je voudrais d'abord remercier Michel Pech parce que je ne pensais pas qu'une conférence comme celle-là puisse un jour avoir lieu dans un salon comme le CIMODEC. C'est quand même assez extraordinaire. Preuve que les temps sont en train de changer. Alors, moi je viens du CEA, Michel a dit, c'est un centre de recherche technologique qui travaille sur la microélectronique, l'informatique, la micromécanique, les nouvelles énergies, donc ça va de tous les composants électroniques que vous avez dans les poches, jusqu'à l'intelligence artificielle, le numérique en général et bien d'autres. Et en 1998, mon patron vient me voir et il me dit « Michel, on recrute au CEA uniquement des gens qui sont bien obéissants, qui ont le petit doigt sur la couture, qui nous aident à développer des produits comme ceux que vous avez à côté.
et pour qui on veut voir qu'une tête, c'est-à-dire le manager et toute l'équipe derrière alignée. Et toi, tu fais jamais ça. Tu es toujours décentré, toujours décalé. Est-ce que tu pourrais nous aider à innover en montant des labs d'innovation? Et à l'époque, il l'a déjà qualifié comme ça, qui serait un assemblage d'extraterrestres, d'innovateurs extraterrestres, il me le disait comme ça. Et donc avec cette culture du décentrement et du décalage. Et alors j'ai sauté sur l'occasion, bien évidemment, sans trop savoir comment faire. Il se trouve que l'année d'après, en 99, il y a Eric Raymond, l'inventeur de Linux, qui publie La cathédrale et le bazar. En gros, l'entreprise, c'est la cathédrale. Et pour innover aux États-Unis à l'époque, il fallait monter le bazar à côté de la cathédrale, avec des codes complètement décalés, complètement décentrés, et des profils complètement atypiques, non seulement atypiques, neuroatypiques bien évidemment, mais pas seulement, mais en plus multidisciplinaires. Pas seulement de l'ingénierie, ça allait jusqu'aux sciences humaines, au design, à l'architecture. Et donc je vais me promener, il m'autorise à me promener un peu partout, je vais au MIT, au Media Lab, chez Negroponte, là je retrouve des gens qui travaillaient toutes les disciplines, des Lego jusqu'à l'architecture, au design et à toutes sortes de choses, et qui inventaient des trucs complètement dingues. À Berkeley, la même chose, avec Henry, pardonnez-moi, j'ai plus son nom en tête, mais peu importe. À Stanford, pareil, avec la Design School de Stanford et le patron de IDEO qui a vraiment poussé dans cette logique-là. Et je me suis demandé d'où ça venait tout ça, et pourquoi en France on n'avait pas ça. Et donc là, j'ai commencé à faire une petite recherche historique. Je me suis rendu compte très rapidement que tout ça était né dans l'école du Bauhaus en Allemagne. Vous savez, cette école complètement atypique, justement, qui visait à réorganiser, à retravailler l'intérieur de la maison. Alors, les nazis, comme ils ont considéré que ce genre d'école était trop disruptive, ils ont décidé de fermer l'école. Et à ce moment-là, une bonne partie des enseignants s'est exilée aux États-Unis, ainsi qu'une partie des élèves. Et donc, c'est ce qui fait qu'on les retrouve sur la côte Est et la côte Ouest des États-Unis. Donc, je ramène ça en France et je crée à l'époque donc IDES Lab, notre premier lab d'innovation, puis après un atelier art sciences, un design lab, un lab d'innovation centré sur l'humain, etc., etc. Juste un exemple d'innovation. Je peux en citer plus parce qu'on n'a pas le temps. Mais on a par exemple inventé tous les microcapteurs de mouvement qu'on a vendus un peu partout sur la planète et que vous retrouvez dans tous vos smartphones, c'est ce qui fait basculer les photos de votre smartphone. La première fois qu'on l'a vendu pour des gens concepteurs de jeux vidéo, c'était à Nintendo. Et Nintendo a sauté sur l'occasion. Ils ont développé la Wii avec nos composants, qu'on avait évidemment industrialisés chez ST Microelectronics. Vous les retrouvez aussi dans les compteurs d'aller-retour de piscine, vendus chez Decathlon pour compter automatiquement les allers-retours de piscine sur un iPod quand vous écoutez de la musique. Vous les retrouvez dans votre voiture. C'est ce qui déclenche l'airbag quand vous tapez contre un mur ou contre un arbre. Il y a des centaines d'applications. Le CEA en avait inventé à peu près une. Avec ce lab multidisciplinaire et avec des profils atypiques et neuroatypiques, en 3 mois, on en a amené 500. 500 applications. Ça, c'était en 2001. En 2003, avec le même type de profil, plus des développeurs, parce qu'il en faut aussi, on a prototypé une dizaine de ces applications, toutes celles que je viens de vous citer d'ailleurs. Elles ont toutes été commercialisées avec des énormes succès, et ça a ramené des milliards chez ST, des millions au CEA, voire des centaines de millions au final. Voilà. Donc moi, je suis parfaitement convaincu de l'importance de ces profils atypiques et neuroatypiques et de l'importance de la multidisciplinarité. Donc je continue à aller dans ce sens-là aujourd'hui, pas dans ces labs d'innovation, mais dans un sujet qui me semble encore plus important aujourd'hui à la fin de ma carrière, c'est l'impact des technologies sur nos vies, sur la société et sur l'environnement. Pas seulement sur l'économie, puisque le système néolibéral qu'on a créé il y a 70 ans à Vevey, en Suisse, à la Société du Mont-Pèlerin, dès le début, il a travaillé l'impact économique. L'impact environnemental, ça fait seulement une dizaine d'années. L'impact sociétal ou social, on commence seulement à s'y intéresser. Et pour pouvoir comprendre quels sont les impacts des technologies qu'on développe aujourd'hui, sur leur impact sur tout, sur la consommation d'eau, sur nos vies, sur notre structure cognitive,
quand on utilise une intelligence artificielle générative ou des systèmes immersifs ou d'autres. Ça nécessite d'associer vraiment beaucoup de profils neuro-atypiques et de compétences très variées qui vont de l'anthropologie à l'histoire, à la philosophie, aux mathématiques, aux militaires, au médical, etc. Et dans toutes ces disciplines, vous trouvez ce genre de profil. Je termine seulement sur une chose, c'est que je n'avais pas ce genre de recette, et je ne savais pas que les gens que je recrutais cochaient à peu près toutes ces cases. Ça s'est vérifié après. Mais on fait des erreurs aussi dans le recrutement. Ça, Hugues de Combarel l'a pas dit, j'en ai fait. Et j'ai recruté par moments des profils neurotypiques en croyant que c'était des profils neuroatypiques. Et là, pour le coup, un neurotypique dans une équipe de profils neuroatypiques, surtout quand il y en a beaucoup, il craque au bout de 3 mois. Là aussi, il fait un burn-out et là aussi, il déprime. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Michel, pour ce témoignage très intéressant. Et puis finalement, moi, je vais conclure aussi, parce que mon copain qui se mettait le gobelet de café sur les pieds, quand on lui demandait l'heure, eh bien, on a monté une troupe de théâtre quelque temps après, et ça a été un des meilleurs acteurs, parce qu'il retenait tout. Il était obsédé par le texte, et il retenait absolument tout, et ça a été un merveilleux acteur qui s'est explosé dans le théâtre. Merci à vous, merci beaucoup à Hugues de Combarel, et puis maintenant, nous allons céder la place à, je crois, une équipe de Jeanlin qui va venir témoigner sur le secteur automobile.